C'est un réel honneur d'introduire, de modérer cette première session de cette édition. Et donc, sans trop tarder, j'appelle le professeur Mostafa Afsour qui va nous parler des troubles respiratoires nocturnes de la BPCO au-delà de l'apnée. À vous la parole, professeur Afsour. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Le sujet qui m'a été confié, il concerne la BPCO, mais une entité qui est, je dirais pas négligée, mais c'est une entité qui mérite des informations complémentaires, des informations récentes pour essayer de gérer les troubles respiratoires nocturnes au cours de la BPCO. Donc on parle beaucoup de la BPCO pendant la journée, qu'est-ce qu'on traite, comment on traite. Et maintenant, je vais parler de ce qui se passe la nuit chez un patient présentant une BPCO. Vous savez que la BPCO est une maladie systémique, donc on ne va pas revenir sur cette pathologie. Le sommeil, il va aggraver cette maladie avec plusieurs mécanismes qu'on va voir tout à l'heure. Et ce sont des troubles qui sont fréquents. Malheureusement, ils sont sous-diagnostiqués et ils sont insuffisamment traités. Donc, le premier point, c'est qu'on ne les cherche pas souvent et on ne les traite pas de façon optimale. Je vous donne juste l'exemple de l'apnée obstructive. Vous voyez que la prévalence, elle peut arriver jusqu'à 30% en association avec une BPCO. Mais dans d'autres séries, je pense qu'elle peut arriver jusqu'à 50%. Alors, je vais pas parler des troubles du sommeil, proprement dit, parce que si je parle des troubles du sommeil, en particulier l'insomnie et tout le reste, ça mérite une présentation à part. On va se consacrer uniquement aux troubles respiratoires. Et en chef de file, il y a l'apnée obstructive, il y a l'apnée centrale, un petit mot. Il y a l'hypoxémie ou l'hypoxie nocturne, où ce qu'on parle de la désaturation artérielle nocturne. Il y a l'hypoventilation alvéolaire nocturne. Et il y a le syndrome des jambes sans repos. Ils vont engendrer un risque d'exacerbation qui est élevé, une altération de la qualité de vie et une mortalité élevée. D'où l'intérêt de les chercher et de les prendre en charge. Alors je pense que ce sont des choses que vous connaissez. Il y a des modifications physiologiques au cours du sommeil. Chez un sujet sain, par exemple, sur le contrôle respiratoire, il y a une diminution de la sensibilité des centres respiratoires aux stimulus chimiques. Il y a une diminution de la ventilation pendant le sommeil. Il y a une augmentation des résistances des voies aériennes par la bronchoconstriction nocturne légère. Il y a la diminution de l'activité des muscles diaphragmatiques qui va engendrer une dépendance, enfin qui va donner une dépendance accrue au diaphragme. Et puis il y a une baisse de la CRF au cours du sommeil par l'hypotonie des muscles respiratoires, par le déplacement céphalique du diaphragme et par la diminution de la compliance. Donc toutes ces anomalies-là chez le sujet sain, ils ne vont pas avoir d'impact évident et je pense que ça reste physiologique. Mais par contre, lorsque on va s'intéresser aux malades BPCO, ce sont des anomalies qui vont engendrer des anomalies beaucoup plus considérables et qui vont aussi engendrer des événements respiratoires qui ont un impact très négatif. Alors, le BPCO, il a une diminution de la ventilation au début du sommeil par la réduction du contrôle respiratoire, par l'altération des fonctions des muscles respiratoires, par la diminution de la ventilation minute. Donc déjà, au début du sommeil, il y a une diminution de la ventilation. Ceci va engendrer des changements physiopathologiques, en particulier, donc je répète, la CRF, elle va diminuer davantage, et puis il y a les perturbations des relations ventilation-perfusion, par les bouchons muqueux, par les obstructions des petites voies aériennes, et on aura par conséquent des anomalies au niveau des échanges. Alors, conséquences cliniques, il y a l'hypoventilation, il y a la désaturation artérielle nocturne et il y a le risque de décès qui va augmenter. Donc, si on résume chez le BPCO, il y a une diminution de l'influx cortical, donc c'est nerveux, c'est central, diminution de la sensibilité des centres respiratoires, diminution de la sensibilité des chémo- et mécanorécepteurs, diminution de la contractilité des muscles respiratoires, augmentation des résistances des voies aériennes, diminution de la CRF, anomalie de ventilation-perfusion, et tout cela va donner de l'hypoventilation, de l'hypoxémie et de l'hypercapnie. Donc vous voyez que chez le BPCO, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la nuit, et donc intérêt à chercher les anomalies qui se passent au cours de la nuit. Bon, je pense que ce sont des choses qui sont évidentes. Lorsqu'on a ces anomalies-là en sommeil, il y a l'altération de la qualité de vie, il y a la fragmentation du sommeil, il y a le risque cardiovasculaire et il y a l'augmentation des exacerbations. Alors la première et la plus fréquente, c'est l'apnée obstructive.
Alors l'apnée obstructive, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle peut arriver jusqu'à 55%, c'est-à-dire la prévalence. Vous voyez que c'est énorme cette association BPCO apnée. Et vous voyez que dans les BPCO modérés à sévères ou bien très avancés, ça peut arriver jusqu'à 65%. Donc d'où l'intérêt de chercher l'apnée dans les BPCO très avancés. Il y a des facteurs favorisants qui normalement sont un impact positif. Enfin, c'est le reflux du fluide vers le haut du corps en position allongée. Il y a le tabagisme chronique qui va aggraver l'inflammation. Il y a le traitement corticoïde. Bon, point d'interrogation, ce n'est pas quelque chose de prouvé. Et il y a des facteurs protecteurs contre le SAOS, bien sûr, qui va être associé à la BPCO. C'est l'IMC bas, c'est l'âge avancé et c'est la réduction du sommeil paradoxal. Alors, toutes ces anomalies, enfin l'apnée, elle va donner une hypoxémie, une hypercapnie, avec bien sûr des complications cardiaques, des dysrythmies cardiaques, l'hypertension pulmonaire, l'insuffisance cardiaque droite. Elle va donner de l'hypertension pulmonaire. Un patient qui a un SAOS, généralement, ne développe pas une hypertension pulmonaire. Mais si vous trouvez une HTP chez un SAOS, ça veut dire qu'il a une BPCO associée. Donc, l'intérêt de la chercher. La même chose pour l'insuffisance cardiaque droite. C'est vrai que le CPC, il est courant dans la BPCO. Mais si on a un patient qui a un SAOS et qui a une insuffisance cardiaque droite, il faut chercher une BPCO systématiquement. La mortalité, elle est 7 fois plus. Lorsqu'il y a l'association BPCO et SAOS, il y a 7 fois risque de mortalité chez le patient BPCO. Et bien sûr, parmi les causes de décès, ce sont les maladies cardiovasculaires ou bien les causes cardiovasculaires. Toujours dans l'impact de l'association BPCO et apnée obstructive, il y a le risque d'exacerbation grave. Plus l'association est fréquente et plus les exacerbations vont être fréquentes. Et ce sont des exacerbations qui vont être mortelles. Et là, au moins une hospitalisation due à l'exacerbation de BPCO est survenue chez 61% des personnes atteintes de SAOS non traitées, contre 39% dans le groupe BPCO seul. Donc vous voyez l'impact de la gravité de l'exacerbation chez le patient BPCO associé à une apnée obstructive. Alors, comme penser au syndrome de chevauchement, c'est ce qu'on appelle le syndrome de chevauchement, l'association. Alors, vous savez que le BPCO, il a des troubles du sommeil, l'insomnie, réveil nocturne, la qualité de vie, le désordre cognitif. Et ce sont ces anomalies qui vont s'entrecouper avec les anomalies qu'on trouve dans le SAOS, en particulier la somnolence diurne, en particulier les céphalées matinales, réveil en suffocation. Donc l'intérêt de prendre en considération tous ces signes-là et de penser à la BPCO et à l'association apnée obstructive devant des signes cliniques même mineurs. Alors ce tableau, il montre un petit peu les facteurs prédictifs classiques du SAOS. Vous savez qu'on a des facteurs prédictifs qu'on connaît, l'obésité, l'âge avancé, le sexe masculin, le tour du cou. Mais lorsqu'on a fait un petit peu les études, on a trouvé que ce ne sont pas les mêmes facteurs de risque chez le patient avec cette association. Donc ce sont des facteurs qui pourraient ne pas être efficaces ni utiles cliniquement à la recherche d'un SAOS associé. Donc voilà un petit peu un tableau que j'ai trouvé pour dire quand est-ce qu'on doit chercher ce chevauchement. C'est par exemple lorsqu'il y a je viens de dire une insuffisance cardiaque droite, une hypertension pulmonaire, un patient qui a une saturation inférieure à 93% de la journée. Bref, ce sont des signes qui vont vous amener à penser à l'association apnée-BPCO et ce sont des choses aussi qu'il ne faut pas négliger. Vous savez, les outils diagnostiques de dépistage, le score d'Epworth, le questionnaire de Berlin, c'est vrai que chez un sujet non BPCO, ils ont leur utilité, mais concernant l'apnée obstructive et BPCO associée, il y a ce score, le Stop Bank, qui a été identifié comme un outil de dépistage et qui est recommandé par la TS. Et c'est un score qui sert très bien chez les patients BPCO avec une hypercapnie chronique. Donc ce score, il comprend le renflement, la fatigue, l'observation, la pression artérielle, l'IMC, l'âge, le tour du cou et puis le sexe. Donc ce sont des items sur lesquels on doit se baser pour dire qu'il y a une forte probabilité, une probabilité faible, d'avoir une association ou bien le syndrome de chevauchement.
Quels sont les outils diagnostiques? Bien sûr, la polysomnographie reste la méthode de référence. On ne peut pas écarter cette polysomnographie. Bien sûr, vous savez qu'elle doit être réalisée dans le laboratoire du sommeil, mais elle ne permet pas de mesurer la saturation, enfin la pression de CO2. Bien sûr, c'est une option qui doit être associée à la polysomno. Il y a un autre test qui peut être utile, la polygraphie, l'oxymétrie, mais actuellement, il y a le WatchPad, c'est-à-dire l'outil qui va nous permettre de mesurer indirectement les événements respiratoires et le temps total du sommeil, avec bien sûr les variations du système sympathique en mesurant les paramètres pression artérielle, saturation et fréquence cardiaque. Si j'ose dire, c'est une mesure indirecte des événements respiratoires et de temps total du sommeil. C'est vrai que l'inconvénient, ça permet de surestimer parfois, mais par exemple, cette étude-là, il y a une concordance manifeste entre ce qu'on a trouvé en polysomnographie et ce qu'on a trouvé dans le WatchPad, en particulier le temps total du sommeil et l'index d'apnée-hypopnée. Mais malheureusement, cette technique n'est pas recommandée par la ASM, comme vous le savez, et je pense qu'on doit rester dans les techniques de référence, la polysomnographie. Mais c'est une technique qui est futuriste et je pense qu'on pourra l'adopter dans les prochaines années. Elle est de mise actuellement, donc le fait de la valider, ça va être mieux. Alors la prise en charge des stratégies thérapeutiques de cette association, BPCO, vous savez, on ne va pas revenir sur les traitements médicamenteux, sur l'oxygène. Donc, il y a une apnée, il y a des apnées. Je pense qu'il faut agir sur ces apnées. Je vais revenir sur la thérapeutique, sur les thérapeutiques. Est-ce que les traitements médicaux qu'on utilise, ils ont une action sur ça? Bon, on a trouvé que les bronchodilatateurs, ils améliorent la saturation nocturne, 2 à 3%. Les corticoïdes inhalés, possible amélioration de l'index CO2. Il y a des séries qui ont parlé de ça. La trithérapie inhalée, meilleure fonction pulmonaire, diminution des réveils nocturnes dans l'étude Impact, et bien aucun effet sur l'oxygénation nocturne ni de l'index apnée-hypopnée n'a été trouvé. Donc je pense que le traitement médicamenteux, il est beaucoup plus ciblé sur la maladie BPCO que sur l'apnée, malgré les études qui montrent qu'il y a quand même quelques actions minimes. Alors le traitement de référence avec la PPC, la CPAP, vous la connaissez, elle a un effet bénéfique démontré, diminution des exacerbations, diminution des hospitalisations et diminution de CO2, amélioration de la ventilation. Donc je ne reviens pas sur la CPAP, elle est indiquée devant une apnée obstructive ou un syndrome d'apnée du sommeil associé à la BPCO. Alors voilà le traitement clé. Donc il y a cette étude qui a montré que la CPAP, elle réduit la mortalité et le risque d'exacerbation sévère à un niveau similaire à celui observé dans les patients BPCO seuls. Et non traité, le risque de mortalité, il arrive à 1,79. Donc l'intérêt de la PPC chez un patient qui a un syndrome de chevauchement. Alors qu'en est-il de l'oxygénothérapie? On a parlé longtemps de l'OLD. L'OLD, est-ce qu'il améliore ces malades? Non. Donc ça a été prouvé que l'OLD seul n'améliore pas. Et d'ailleurs cette étude-là, étude de cohorte prospective, chez des patients BPCO Gold 2-3 avec un SAOS modéré à sévère. Groupe CPAP, ils ont une survie à 5 ans de 71% quand même, et groupe oxygène seul à 5 ans 26%. Donc l'oxygène seul n'a pas un impact très positif sur l'association apnée. Alors l'orthèse d'avancée mandibulaire et le traitement positionnel dans les SAOS légers à modérés n'ont pas été évolués, donc je n'ai pas trouvé d'article qui place ces outils-là thérapeutiques dans l'association BPCO-SAOS. Qu'en est-il de la VNI? Vous savez que la VNI, actuellement, elle est mieux indiquée, validée dans 2 pathologies, le syndrome d'obésité et hypoventilation et dans les maladies neuromusculaires. C'est vrai que dans la BPCO, elle est ce qu'elle est, mais il y a des indications de la VNI en matière de BPCO, c'est lorsqu'il y a une hypoventilation persistante, c'est-à-dire que malgré l'oxygénothérapie, malgré la CPAP, le malade garde une hypoventilation, garde une hypercapnie. Et d'ailleurs, cette étude anglaise, elle a montré qu'il y a un bénéfice clinique chez des patients qui ont une hypercapnie sévère à l'éveil, en particulier la PaCO2 qui est supérieure à 52. Donc la VNI, c'est uniquement lorsqu'il y a une hypercapnie persistante qui dépasse PaCO2, et d'ailleurs, ça rejoint les recommandations de GOLD 2024 et 2025. Un petit mot sur l'apnée centrale. Vous savez que le SAOS central, il est beaucoup plus trouvé dans l'insuffisance cardiaque. Donc,
Si on a une BPCO avec l'insuffisance cardiaque permanente ou chronique ou complexe, je pense qu'il faut chercher cette association. Mais dans la BPCO sans insuffisance cardiaque, il n'y a pas beaucoup de travaux dans ce sens et on n'a pas une valeur estimative concernant cette association. Donc la différence entre apnée obstructive et apnée centrale, c'est que l'apnée centrale, il n'y a pas de mouvement abdominaux ni thoracique, c'est une perturbation centrale. Et là, ce sont les gaz du sang et le taux de bicarbonate qui vont permettre de faire la différence entre la physiopathologie. Donc j'ai dit que si on a une insuffisance cardiaque associée, il faut chercher systématiquement le SAV central. Le traitement passe par le traitement de la maladie sous-jacente, qui est l'insuffisance cardiaque. Et puis, lorsqu'on est au stade de ventiler le patient, on parle de ventilation cerveau-assistée, qui est une sorte de VNI un petit peu particulière. J'arrive à la troisième, c'est l'hypoxémie ou désaturation nocturne BPCO. Donc, des anomalies chez le BPCO, ils sont flagrantes sur le plan physiopathologique. Alors, j'ai pris deux définitions qui sont simples. Quelqu'un qui fait plus de 30% de la nuit d'enregistrement avec une saturation inférieure à 90. Ça, c'est la définition la plus simple et la plus utilisée. Et il y a des équipes qui parlent d'une saturation de plus de 5 minutes, enfin une saturation moins de 90%, avec plus de 5 minutes, ça peut définir aussi une désaturation artérielle nocturne. Donc vous voyez que jusqu'à 70% des patients, ils ont une désaturation artérielle nocturne. Et elle est surtout en sommeil paradoxal, comme ça montre cette image-là. Vous voyez ce qui est les lignes en noir en haut, c'est le sommeil paradoxal. Et vous voyez les désaturations que le malade fait en dents de scie parfois, et parfois une désaturation qui est maximale. Les étiologies, c'est l'hypoventilation alvéolaire. C'est clair, on a parlé tout à l'heure d'hypoventilation alvéolaire, principal mécanisme. Il y a une baisse de la ventilation minute, jusqu'à 16% en sommeil non REM et 32% en sommeil REM. Les étiologies, donc je pense que lorsqu'on a une saturation diurne qui est basse, c'est un prédicteur fort de désaturation nocturne. Donc d'où l'intérêt de donner de l'importance à la saturation diurne. Comme la PSCO2 tout à l'heure, c'est surtout la PSCO2 diurne qui est prédicatrice des anomalies au cours du sommeil. Et cette hypoxie, lorsqu'elle est de façon aiguë, elle va donner une augmentation de la pression artérielle systémique et pression artérielle pulmonaire. Lorsque ce sont des saturations répétées, il y a le risque d'hypertension pulmonaire chronique. Donc un malade qui a une BPCO, il vient vous trouver une hypertension pulmonaire à 80. Ah ben, c'est pas normal. Ça veut dire que c'est un malade qui fait des désaturations répétées la nuit, qu'il faut traiter. Risque d'arythmie cardiaque élevé, le décès, et puis les éveils par une fragmentation du sommeil. L'impact de l'hypoxémie nocturne sur le BPCO, c'est la réduction de la survie. Ça, c'est clair. Et nous avons ici deux études, enfin une étude. La survie moyenne est de 2 à 1,7 ans chez les désaturateurs, comparé à 3,7 plus une année chez les non-désaturateurs. Et la survie à 5 ans est de 52 chez les désaturateurs et 69 chez les non-désaturateurs. Donc vous voyez qu'un BPCO qui désature, il y a beaucoup plus de risques de décès que celui qui n'est pas désaturateur. Alors le moyen le plus efficace concernant le diagnostic, vous le connaissez, c'est l'oxymétrie nocturne. Et là, j'insiste sur le fait que le dépistage, il est recommandé si on a une saturation diurne inférieure à 93% chez un BPCO. Dès que vous avez une saturation moins de 93, il faut faire une oxymétrie. Donc c'est sûr qu'il aura une diminution des désaturations nocturnes. Bien sûr, la polysomnographie reste la méthode de référence si vous suspectez des troubles respiratoires du sommeil. Alors, concernant la prise en charge de cette hypoxémie, si vous vous rappelez, il y a quelques années, on mettait dans les indications de l'OLD un item, les désaturations artérielles nocturnes. C'est-à-dire, lorsqu'on a un patient qui est entre moins de 55, c'est une indication à l'OLD, entre 55 et 60, il faut soit l'insuffisance cardiaque de Watt, soit le désaturation nocturne, Alors, depuis, cette désaturation artérielle nocturne n'est plus dans les recommandations GOLD. D'ailleurs, vous trouvez ici, c'est uniquement l'insuffisance cardiaque de Watt et l'érythrocytosis, c'est-à-dire la polyglobulie. Et on ne parle pas de désaturation artérielle nocturne. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve des désaturations artérielles nocturnes,
ce n'est pas obligatoire quand on va mettre le malade sous oxygène à domicile. L'oxygène à domicile, elle doit garder ses indications de base. Mais pourquoi on a enlevé ça? Parce qu'on a trouvé que le fait de mettre un malade sous oxygène de façon ponctuelle, que ce soit la nuit ou l'effort, ça n'avait aucun impact sur les exacerbations et sur les décès. Donc c'est clair, l'oxygénothérapie nocturne seule n'est pas de mise. Elle doit être prescrite dans le cadre des indications de l'OLD en général. Alors, d'ailleurs, c'est ce que dit le GOLD 2024-2025, aussi bien pour la nuit que pour l'effort. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait une désaturation à l'effort, PPCO, il n'y a pas lieu de lui donner de l'oxygène pendant l'épisode, de façon ambulatoire, parce que ça ne sert à rien, n'a pas d'impact sur la survie et sur les exacerbations. L'effet de l'oxygène, c'est la réduction de la mortalité. Donc, l'effet, il est démontré lorsque c'est plus de 15 heures par jour, c'est 2-3 litres par minute. Et puis, ça donne l'amélioration de tous les paramètres, en particulier l'amélioration de la qualité du sommeil. J'arrive à la quatrième perturbation au cours du sommeil de BPCO, c'est l'hypoventilation nocturne. L'hypoventilation, elle va se traduire, comme vous le savez, par une hypercapnie. Et voilà la définition qui me paraît la plus simple. PCO2 supérieur à 55 mm Hg pendant 10 minutes. Ou bien, augmentation de la PCO2 plus de 10 mm par rapport à la valeur de la PCO2 en position couchée, éveillée, et atténuée en plus de 50 mm Hg pendant 10 minutes. Donc là, ça sous-entend qu'il faut mesurer la pression partielle de CO2 par la transcutanée ou bien par la mesure de la pression expiratoire du CO2. D'ailleurs, il y a une corrélation qui est démontrée et qui est valable. Les étiologies de l'hypoventilation nocturne, c'est les mécanismes principaux. C'est une diminution de la poussée ventilatoire, c'est l'augmentation de la résistance des voies aériennes et c'est l'hyperinflation pulmonaire. Donc, il y a toujours quelque chose qui explique que le malade il va faire une hypoventilation. Et d'ailleurs, c'est décrit, on a parlé au début sur les mécanismes physiopathologiques. Alors voilà les facteurs de risque d'une hypoventilation nocturne. Tout d'abord, c'est l'hypercapnie diurne. Donc un malade qui a une hypercapnie diurne, il faut penser à une hypoventilation alvéolaire nocturne. L'obésité, c'est un facteur de risque. Un BPCO obèse, il a plus de risque de développer une hypoventilation. L'apnée du sommeil fréquente. Et l'oxygénothérapie, comme vous savez, l'oxygénothérapie, elle peut aggraver l'hypoventilation nocturne. D'où l'intérêt de jouer de façon très pertinente sur le débit d'oxygène. Et il ne faut pas que le malade fasse ce qu'il veut concernant le débit. Alors, l'impact de cette hypoventilation, c'est un indice pronostic défavorable. En particulier, il réduit la contractilité myocardique et diaphragmatique. Elle augmente la pression artérielle pulmonaire et prédispose aux arythmies. Alors, par conséquent, le risque de décès est élevé. Comment on évalue et comment on prend en charge l'hypoventilation? Bon, il y a les symptômes, les céphalées matinales surtout. Les céphalées, c'est vrai qu'on les trouve dans le centre du sommeil, mais l'hypoventilation alvéolaire aussi. C'est la mesure de CO2, soit la mesure de pression transcutanée, soit CO2 en fin d'expiration. Et la ventilation non invasive, ici, j'ai pris le GOLD. J'ai pris le GOLD parce que la VNI en matière de BPCO, normalement, on ne doit l'indiquer de façon continue ou de façon permanente que lorsqu'il y a vraiment une insuffisance respiratoire chronique, hypercapnique sévère et permanente. Donc, on ne met pas facilement un BPCO sous VNI. Et voilà l'efficacité de la VNI. Bon, il y a une amélioration de la survie et une amélioration de la PCO2. Dernier symptôme, et je vais conclure dans 4 diapos. Le syndrome des jambes sans repos, c'est le besoin impérieux de bouger. Les jambes, c'est l'apparition et aggravation des symptômes au repos, l'amélioration partielle totale de mouvement et aggravation des symptômes la nuit. C'est un syndrome qui est dû à l'hypoxémie et à l'hypoxie chez le BPCO. Donc vous voyez, c'est 15%. Et la prévalence, elle est augmentée chez le BPCO. Les étiologies, c'est surtout l'hypoxémie et l'hypercapnie. Et par un mécanisme physiopathologique qu'on voit ici, le facteur HIF1, il est activé. Elle diminue le nombre d'hospitalisations, elle diminue les paramètres ventilatoires, elle détruit, enfin, elle aggrave la qualité de vie, la trouble du sommeil et somnolence diurne, comme on le voit sur ce tableau. L'évaluation et la prise en charge, c'est surtout clinique, mais on doit faire la polysomnographie pour essayer
le différencier de la maladie périodique des jambes. Et le traitement, c'est un traitement médicamenteux, surtout les médicaments dopaminergiques. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retirer de cette présentation, c'est que donner de l'importance aux anomalies diurnes qui vont vous guider vers la recherche systématique des désaturations artérielles nocturnes, des hypoventilations, et chercher de façon systématique l'apnée obstructive qui est fréquente. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Souf, pour ce tour d'horizon des troubles de sommeil chez le BPCO. Donc, on prend quelques questions avant de passer à la prochaine conférence. J'ai une question. Monsieur Ftouh, est-ce qu'il y a une étude qui a comparé la trithérapie par rapport aux événements respiratoires, notamment les apnées du sommeil, chez cette catégorie de patients BPCO? Donc, est-ce que la trithérapie, il y a des études qui ont amélioré le score des apnées chez ces sujets-là? Merci. Oui, alors justement parce que j'ai fait passer une seule étude. J'ai fait passer une seule étude, c'est l'étude Impact. Vous pouvez revenir s'il vous plaît sur une seule étude, mais sur une seule étude, on ne peut pas se baser pour émettre des recommandations. Je pense que ce sont des études qui méritent d'être nombreuses et d'être comparées aussi. Parce qu'il prendre certaines molécules, comparer à d'autres molécules, et les études doivent être nombreuses. Mais une seule étude que j'ai mentionnée, je ne pense pas qu'il faut retenir qu'il y a un impact sur l'apnée. Oui. Merci pour me donner la main. Merci, professeur Ftouh, pour cet exposé très excellent. Moi, je pense que vous n'avez pas trop insisté sur le traitement, mais je ne sais pas si on doit parler de traitement, parler de la tolérance de la PPC chez les gens qui présentent un syndrome de chevauchement. Déjà, un patient BPCO qui a déjà un traitement lourd, qui a peut-être une oxygénothérapie, donc de lui mettre une PPC, adapter les pressions. Je ne sais pas, est-ce que vous mettez facilement la PPC pour un patient qui a un IH supérieur à 30? Merci. Oui, je pense que c'est une excellente remarque dans la mesure où mon exposé, il a surtout il s'est axé sur une étude analytique, c'est-à-dire les troubles respiratoires. Je ne pense pas que je pourrais détailler une attitude thérapeutique, parce que pour parler de la VNE en matière de BPCO, je pense que ça mérite une présentation. Je reviens à la PPC en matière de BPCO. C'est vrai que l'observance thérapeutique, enfin je parle de notre contexte et de mon expérience personnelle, l'observance à la PPC, vraiment c'est quelque chose de très difficile. On a un taux très faible de malades observants dans la population, pas normale, mais dans la population sans BPCO. Alors concernant l'association BPCO, je pense que je n'ai pas un peu de recul concernant cette attitude thérapeutique pour vous dire est-ce qu'il y a plus ou moins, mais dans tous les cas la PPC, il y a une observance qui est faible.